Pendant plus d'un siècle, si vous voyez un soldat américain tenant un pistolet, une mitrailleuse ou un fusil automatique, il y avait de fortes chances que vous regardiez l'esprit d'un seul homme. Il a conçu des armes si fiables qu'elles tiraient 40 000 coups sans s'enrayer. Il a fabriqué des armes si meurtrières qu'elles ont mis fin à 2 guerres mondiales. Il était l'inventeur d'armes à feu le plus prolifique de l'histoire de l'humanité. Et tout a commencé dans une armurerie poussiéreuse de la frontière de l'Utah, avec un garçon de 13 ans et un tas de ferraille. John Moses Browning n'est pas né dans le privilège. Il était le fils d'un pionnier mormon, Jonathan Browning, un armurier autodidacte qui avait fui la persécution religieuse dans l'Illinois et traversé les montagnes rocheuses avec Brigham Young. Jonathan était polygame, comme c'était courant dans la communauté mormone à l'époque. Il avait 3 épouses et avait engendré 22 enfants. John Moses est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah, une colonie isolée nichée contre les montagnes Wasatch escarpées. La ville n'avait été fondée que 2 ans plus tôt. Il n'y avait pas d'usine, pas d'université, pas d'école d'ingénieurs, juste la foi de la frontière et les armes à feu. Jonathan Browning n'était pas un armurier ordinaire. Il avait inventé son propre fusil à répétition, une conception curieuse avec un magasin horizontal qui ressemblait à un harmonica. Ses armes portaient la devise « Sainteté au Seigneur, notre préservation ». C'était un bricoleur, un innovateur et un rêveur. Mais c'était aussi un mauvais homme d'affaires qui poursuivait constamment de nouveaux projets au lieu de terminer les anciens. La famille n'a jamais été riche. Ce que Jonathan a donné à ses fils n'était pas de l'argent, c'était la connaissance. Dès l'âge de 7 ans, John travaillait dans l'atelier de son père. Il a appris à identifier chaque pièce d'arme qui franchissait la porte. Il a mémorisé la sensation de l'acier, la tension des ressorts, la géométrie des gâchettes. À 10 ans, il étiquetait les armes des clients pour les réparations pendant que son père bricolait d'autres projets. Mais John ne se contentait pas de réparer des armes. Il voulait les fabriquer. 1865. John Moses Browning a 10 ans. Il convainc son jeune frère Matt de l'aider à construire une arme à partir de pièces jetées et de ferraille qu'il a trouvées dans l'atelier. Le résultat était rudimentaire. Il n'y avait pas de gâchette, pas de percuteur. La seule façon de tirer était de verser de la poudre à canon par un petit évent et de l'allumer avec un bâton enflammé. Les 2 garçons ont couru jusqu'au bord de leur propriété, ont visé des tétras des prairies et ont allumé la poudre. L'arme de fortune a reculé si fort qu'elle a renversé John au sol. Mais ça a marché. Ils ont rapporté 3 oiseaux pour le souper ce soir-là. Quand leur père a vu l'arme rudimentaire, il n'a pas félicité son fils. Il a regardé l'arme, regardé le garçon et a dit « John Moses, tu vas sur tes 11 ans. Ne peux-tu pas fabriquer une meilleure arme que ça ?» La plupart des enfants auraient été anéantis. John Moses Browning n'était pas comme la plupart des enfants. Il a pris ces mots comme un défi, et il a passé les 6 décennies suivantes à prouver qu'il pouvait fabriquer une meilleure arme que quiconque n'avait jamais vue. 1879. John Moses Browning reçoit son premier brevet. Il a 24 ans. La conception est celle d'un fusil à bloc tombant à un coup. Il est solide, il est fiable, il est élégant. Lui et ses frères commencent à fabriquer le fusil dans leur petite usine d'Ogden. Ils appellent l'entreprise Browning Brothers. En quelques années, 600 fusils sortent de leur modeste chaîne de production. Les armes sont bonnes. La nouvelle se répand. Et puis un jour de 1883, un homme arrive à Ogden. Il travaille pour la Winchester Repeating Arms Company. Il a été envoyé pour enquêter sur un concurrent. Le représentant de Winchester examine le fusil Browning. Il est stupéfait. La conception est supérieure à tout ce que Winchester produit. Il envoie un télégramme à New Haven, dans le Connecticut. Le message est simple. Achetez cette arme. Winchester offre à Browning 8 000 $ pour le brevet. En argent d'aujourd'hui, cela représente plus de 200 000 $. John Moses Browning accepte. C'est le début d'un partenariat qui va remodeler l'Ouest américain. La plupart des inventeurs auraient été satisfaits. Ils auraient pris l'argent, acheté une belle maison et vécu confortablement. Mais John Moses Browning ne pensait pas comme la plupart des inventeurs. Il voyait des problèmes partout. Des problèmes qui devaient être résolus. Des armes qui pouvaient être rendues plus légères. Des mécanismes qui pouvaient être rendus plus fluides. Des dispositifs qui pouvaient être rendus plus simples. Au cours des 2 décennies suivantes, Browning conçoit arme après arme pour Winchester. Le fusil à levier modèle 1886, le modèle 1892, le légendaire modèle 1894, qui deviendrait le fusil de chasse le plus vendu de l'histoire américaine, avec plus de 7 millions d'unités produites. Le fusil à pompe modèle 1897, que les soldats appelleraient plus tard le fusil de tranchée.
Chaque conception était une amélioration par rapport à la précédente. Chaque conception repoussait les limites de ce que les armes à feu pouvaient faire. Winchester s'enrichissait grâce au génie de Browning. Mais Browning ne se souciait pas de la richesse, il se souciait du travail. Il se souciait du problème. Il entrait dans son atelier le matin et n'en sortait pas avant d'avoir résolu le casse-tête qui occupait son esprit. Sa famille comprenait que c'était qui il était. C'était ce pourquoi il était né. Et bientôt, il allait faire face au plus grand problème de sa carrière. 1901. De l'autre côté du monde, des soldats américains meurent dans les jungles des Philippines. L'ennemi n'est pas une armée étrangère. Ce sont les guerriers Moro de Mindanao, des tribus musulmanes qui ont résisté à la domination étrangère pendant 400 ans. Les Moros sont différents de tout ennemi auquel les forces américaines ont été confrontées. Ils enveloppent leur corps de liens en cuir. Ils se mettent dans une frénésie religieuse. Et puis ils chargent, brandissant des épées courbes appelées bolo et bong. L'arme de poing standard pour les troupes américaines est un revolver Colt de calibre 38. Il est léger, il est précis, et il est totalement inutile. Des rapports affluent à Washington. Les soldats tirent 6 coups sur un guerrier Moro qui charge. Le guerrier continue d'avancer. Il abat le soldat avant qu'il ne puisse recharger. Le corps de l'Américain est retrouvé à côté du corps du Moro, qui a finalement saigné à mort avec une demi-douzaine de balles dans la poitrine. La balle de calibre 38 n'a tout simplement pas la puissance d'arrêt. L'armée est désespérée. Ils sortent de vieux Colt Peacemaker de calibre 45 du stockage, des reliques des guerres indiennes. La balle plus lourde fonctionne mieux. Mais le revolver à simple action est lent à recharger. C'est une solution provisoire, pas une solution. En 1904, l'armée mène les tests Thomson-Lagarde. Des officiers et du personnel médical tirent sur du bétail et des cadavres humains dans les abattoirs de Chicago, testant différents calibres pour la pénétration et ce qu'ils appellent l'effet d'arrêt. La conclusion est unanime. Le calibre minimum acceptable pour une arme de poing militaire est 45. Entrée, John Moses Browning. Il travaille sur une conception de pistolet à chargement automatique depuis des années. Le concept est révolutionnaire. Au lieu d'armer manuellement un percuteur et d'appuyer sur une gâchette, l'arme utilise l'énergie de recul de chaque tir pour éjecter la douille usée et charger automatiquement la cartouche suivante. C'est plus rapide, c'est plus fiable et c'est mécaniquement élégant. Browning avait déjà conçu un pistolet automatique de calibre 38 pour Colt. Maintenant, il l'agrandit. Il crée une nouvelle cartouche, le 45 automatique Colt Pistolet. La balle pèse 230 grains. Elle voyage à 850 pieds par seconde. Elle frappe comme une masse, mais concevoir l'arme n'est que la moitié de la bataille. Il doit prouver que ça marche. 1910. L'armée des États-Unis organise des essais de pistolets à l'arsenal de Springfield. 2 armes arrivent en finale. L'une est une Savage, l'autre est une Colt conçue par John Moses Browning. Le test est brutal. 6000 coups doivent être tirés à travers chaque pistolet sur 2 jours. Si l'arme surchauffe, l'opérateur est autorisé à la plonger dans un seau d'eau pour la refroidir. Le pistolet Savage dysfonctionne 37 fois. Le pistolet Colt, la conception de Browning, dysfonctionne 0 fois. 0. John Moses Browning supervise personnellement le test. Il regarde sa création dévorer 6000 coups sans un seul enrayage. Quand l'arme devient trop chaude pour être tenue, il la plonge dans l'eau et continue à tirer. L'acier siffle, la vapeur s'élève et l'arme continue de fonctionner. Le 29 mars 1911, l'armée des États-Unis adopte officiellement le pistolet. Il l'appelle le modèle de 1911, le M1911. Il deviendra l'arme de poing la plus emblématique de l'histoire américaine. Il servira d'arme de poing standard pendant plus de 70 ans. Les soldats américains le porteront à travers 2 guerres mondiales, la Corée, le Vietnam et au-delà. Les Marines le porteront à travers les jungles de Guadalcanal. Les parachutistes sauteront en Normandie avec lui attaché à leurs hanches. Les rats des tunnels ramperont à travers les tunnels de Cucci avec lui dans leurs mains. La conception était si parfaite, si élégamment conçue, qu'elle est restée essentiellement inchangée pendant des décennies. Des améliorations mineures ont été apportées en 1924, résultant en la désignation M1911A1. Mais la conception de base, le génie de John Moses Browning, est restée intacte. Lorsque l'armée a finalement retiré le M1911 en 1985, le remplaçant par le Beretta M9, les soldats ont pleuré. De nombreuses unités d'opérations spéciales ont refusé de l'abandonner. Certains le portent encore aujourd'hui. Mais John Moses Browning n'avait pas fini. Il ne faisait que commencer. 1917, l'Amérique entre dans la Grande Guerre. Le front occidental est devenu un abattoir.
Les mitrailleuses et les barbelés ont transformé le champ de bataille en hachoir à viande. Les forces expéditionnaires américaines arrivent avec enthousiasme, mais elles arrivent avec presque aucune arme automatique moderne. L'inventaire de mitrailleuses de l'armée est pitoyable. Quelques centaines de conceptions obsolètes, des Chauchas français qui s'enrayent dans la boue. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de formation, il n'y a que le désespoir. John Moses Browning travaille sur 2 armes en secret. L'une est un fusil automatique tiré à l'épaule. L'autre est une mitrailleuse lourde refroidie par eau. Il apporte les 2 à Washington, 27 février 1917, Congress Heights, juste à l'extérieur de la capitale. 300 personnes se rassemblent. Des membres du Congrès, des sénateurs, des hauts gradés militaires, des dignitaires étrangers, des journalistes. Ils sont venus voir une démonstration. Browning installe sa mitrailleuse refroidie par eau. Il charge une bande de munitions 30-06 et il commence à tirer. L'arme rugit. Les douilles en laiton volent. La foule regarde avec stupéfaction. Lorsque la démonstration se termine, Browning reçoit immédiatement un contrat. Mais les hauts gradés militaires veulent plus de tests. Ils veulent voir jusqu'où cette arme peut être poussée. Mai 1917, arsenal de Springfield, l'essai d'endurance officiel. L'armée demande à Browning de tirer 20 000 coups à travers une seule arme. 20 000 coups est un nombre énorme. Les canons se déforment, les ressorts se cassent, les mécanismes se grippent. Aucune mitrailleuse au monde n'a jamais passé un tel test. John Moses Browning charge la première bande. Il tire 20 000 coups. Pas un seul dysfonctionnement, pas une seule pièce cassée. Les officiers de l'armée sont satisfaits. Ils se préparent à recommander l'adoption immédiate. Browning les regarde. Il n'est pas satisfait. Il charge une autre bande et il tire encore 20 000 coups. 40 000 coups au total d'une seule arme, avec seulement une défaillance mineure d'un composant à la toute fin. Le conseil est sans voix. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Ils recommandent l'adoption immédiate de ce qui deviendra la mitrailleuse Browning M1917. Mais Browning a apporté 2 armes. La seconde est le fusil automatique Browning, le BAR. Il est conçu pour être porté par un seul soldat. Il tire depuis l'épaule ou la hanche. Il donne à chaque fusilier la puissance de feu d'une équipe de mitrailleuses. Le BAR est démontré ce même jour. La foule explose. Les 2 armes sont adoptées en quelques mois. Le fils de Browning, Val, démontre personnellement les armes aux troupes américaines en France. La première utilisation au combat enregistrée du BAR a lieu le 12 septembre 1918, pendant l'offensive Meuse-Argonne. C'est un succès immédiat. Les commandants français supplient pour 15 000 unités. La guerre se termine avant qu'elle ne puisse être livrée, mais la légende est née. À la fin de 1918, le général John J. Pershing, commandant des forces expéditionnaires américaines, vient voir Browning avec une nouvelle demande. Les Allemands ont des avions blindés, ils ont des chars. La mitrailleuse de calibre 30 n'est pas suffisante. Pershing veut une arme d'un calibre d'au moins 1/2 pouce, avec une vitesse initiale d'au moins 2700 pieds par seconde. John Moses Browning se remet au travail. Il agrandit sa conception de mitrailleuse. Il crée une nouvelle cartouche, la cartouche de mitrailleuse Browning de calibre 50 ou 50 BMG. La balle pèse près de 2 onces. Elle peut pénétrer un pouce de plaque blindée à 250 yards. Elle est dévastatrice. Le prototype est testé le 15 octobre 1918. Ça marche, mais la guerre se termine avant que l'arme ne puisse voir le combat. Browning continue d'affiner la conception tout au long des années 1920. Le résultat est la mitrailleuse lourde M2. Les soldats l'appelleront Madeus. Le M2 deviendra l'arme en service le plus longtemps dans l'histoire militaire américaine. Elle sera montée sur des chars, des camions, des avions et des navires. Elle verra le combat dans tous les conflits américains de la Seconde Guerre mondiale à l'Afghanistan. Elle sera toujours en service de première ligne plus d'1 siècle après son invention. Lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941, ce sont les mitrailleuses Browning qui ont riposté. Le premier maître, John Finn, a manié une Browning de calibre 50 pendant l'attaque, s'exposant au feu ennemi pendant plus de 2 heures, tout en abattant des avions ennemis. Il a reçu la médaille d'honneur. Lorsque les P-51 Mustang américains ont balayé les cieux au-dessus de l'Europe, ils étaient armés de 6 mitrailleuses Browning de calibre 50. Lorsque les forteresses volantes B-17 effectuaient des raids de bombardement de jour sur l'Allemagne, elles hérissaient de 13 canons Browning en position défensive. Les équipages de bombardiers appelaient le calibre 50 leur bouée de sauvetage. C'était la différence entre rentrer à la maison et devenir une boule de feu au-dessus du Reich. À la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Les usines américaines avaient produit près de 2 millions de mitrailleuses M2. L'arme a gagné un surnom des soldats qui en dépendaient. Ils l'appelaient Madeus. Ils lui faisaient confiance de leur vie, et elle ne les a jamais laissés tomber. Savez-vous combien d'armes John Moses Browning a conçues qui sont encore utilisées aujourd'hui? Le pistolet M1911, le BAR, la mitrailleuse M2, les mitrailleuses M1917 et M1919, le fusil de chasse Auto 5. Ce ne sont pas des antiquités, ce ne sont pas des reliques. Elles sont toujours fabriquées, elles sont toujours portées au combat, elles sauvent toujours des vies. Un homme, 128 brevets, un héritage qui lui a survécu d'un siècle. En 1902, Browning a eu une rupture avec Winchester au sujet des redevances. Il a apporté sa nouvelle conception, un fusil de chasse semi-automatique révolutionnaire à Remington. Le président de Remington a accepté de le rencontrer. Mais quelques minutes avant la réunion, le président est mort d'une crise cardiaque. Browning a apporté la conception en Belgique à Fabrique nationale d'armes de guerre. Ils l'ont accueilli. Ils ont fabriqué son fusil de chasse, l'Auto 5, qui restera en production jusqu'en 1998. Browning a fait le voyage en Belgique 61 fois au cours des 2 décennies suivantes, travaillant avec leurs ingénieurs, affinant ses conceptions. Il n'a jamais pris sa retraite. Il n'a jamais ralenti. Le 26 novembre 1926, John Moses Browning était à son établi dans l'usine Fabrique nationale à Liège, en Belgique. Il avait 71 ans. Il bricolait une nouvelle conception de pistolet. Son fils, Val, travaillait à ses côtés. John s'est plaint de douleurs thoraciques. Il est devenu pâle. Il s'est allongé sur un canapé dans le bureau de Val. « Fils, dit-il doucement, je ne serais pas surpris si je suis en train de mourir. » Quelques minutes plus tard, John Moses Browning est décédé. Il est mort exactement comme il avait vécu, à un établi, entouré d'acier et de ressorts et des plans inachevés de sa prochaine invention. Le pistolet sur lequel il travaillait quand il est mort serait achevé 9 ans plus tard par un ingénieur belge nommé Dieudonné Sève. Il deviendrait le Browning High Power, l'un des pistolets militaires les plus réussis jamais fabriqués. Plus de 10 millions seraient produits. Le corps de John Moses Browning a été rapatrié aux États-Unis. Il a été enterré avec tous les honneurs militaires. Les armes qu'il a conçues avaient aidé l'Amérique à gagner la Première Guerre mondiale. Elles allaient continuer à aider à gagner la Seconde. Aujourd'hui, si vous visitez le Smithsonian, vous pouvez voir les conceptions de Browning derrière une vitre. Si vous visitez le musée des armes à feu Browning à Ogden, dans l'Utah, vous pouvez vous tenir dans la même ville où un garçon de 13 ans a construit sa première arme à partir de ferraille et s'est renversé au sol en la tirant. Son père lui a dit qu'il pouvait faire mieux. Il a passé toute sa vie à le prouver. John Moses Browning n'a pas seulement conçu des armes, il a conçu l'avenir de la guerre. Il a armé la démocratie. Et il l'a fait dans un atelier de la frontière avec des outils à main, de l'intuition et la conviction inébranlable que tout pouvait être amélioré. Soyez rapide, soyez fiable, ne vous enrayez jamais. Ce n'était pas seulement des principes d'ingénierie, c'était une façon de